Bonjour Monsieur Chassepoul. Bonjour. Je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui pour réaliser cet entretien en vue d'archiver ce cas très célèbre de l'ufologie concernant Maurice Mas dans la base de données du MUFON. Je me présente, Frédéric Deblois, enquêteur de terrain pour le MUFON France, accompagné de Camille Foucard et Geneviève Luc. Et donc, nous souhaitons vous interviewer aujourd'hui encore, bien que ce cas soit très connu, pour vous poser des questions afin qu'une personne qui découvre ce cas puisse s'en faire une idée précise. Donc, première question, Monsieur Chassepoul, quels sont vos liens avec Monsieur Mas et pourquoi témoignez-vous en son nom? Alors les liens, c'est que déjà on était voisins. Ouais. On habitait à 50 mètres l'un de l'autre. Donc il m'a vu naître, parce qu'on avait quand même 20 ans de différence. Lorsque ça lui est arrivé, il avait 41 ans, moi j'avais 20 ans. Et puis toute ma vie, on était voisins, et je le connais depuis toujours. Et mieux que ça, sa mère, qui s'appelait Aline, m'a mis au monde. Alors vous voyez que déjà les liens étaient très forts. Et donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai continué à être sa voix, sa mémoire et sa parole. D'accord, très bien. Et pouvez-vous nous présenter Monsieur Mas en quelques mots? Ben oui, c'était un agriculteur, je viens de vous le dire, qui avait 41 ans, ben comme tous les agriculteurs. Hein, il cultivait la terre, il cultivait ses lavandes. Bon, c'était un bon vivant. C'était ce qu'on appelle un galégeur, mais moi je galège aussi, hein, je n'ai pas le seul. Et voilà, mais quelqu'un de très serviable, de très gentil. Chasseur, pêcheur, agriculteur et jovial. D'accord, très bien. Et maintenant, nous allons passer à l'observation qu'il a faite en juillet 65, le 1er juillet. Ouais. Si vous pouvez nous décrire le contexte le matin qui précède l'observation, ce qu'il faisait et le matin, vers 5h30, il a pris son tracteur pour aller biner ses jeunes lavandes. Donc il arrive dans son champ, il arrête le tracteur et il y a ce qu'on appelle un clapier. Un clapier, chez nous, ce sont des pierres qui sont mises les unes sur les autres, ça fait un genre de petit muret, et on appelle ça un clapier, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Et donc il était derrière son clapier, parce que, pourquoi ces pierres? Parce que les agriculteurs, lorsqu'ils labourent, chaque fois qu'ils labourent, il y a toujours des pierres qui remontent. Et ce sont ces pierres qu'ils mettent sur le bord des champs, pour faire ce genre de clapier. Donc il était en train de fumer sa cigarette quand il entend un sifflement. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Non, il se lève, il contourne son clapier et il rentre dans son champ de lavande. Et à ce moment-là, il aperçoit quelque chose qui ressemblait comme à une Renault, une Dauphine jaune. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait à 6h du matin, cette Dauphine dans mon champ? Et puis il s'avance. Il dit non, je sais ce que c'est, les dauphines ne sont pas comme ça ressemble à un ballon de rugby, c'est pas un hélicoptère non plus, je sais comment sont les hélicoptères, et il s'avance encore. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que deux petits êtres étaient penchés sur ses lavandes. Alors il est stupéfait, bien sûr, et à ce moment-là, un des deux se relève, il aperçoit. Et dès qu'il aperçoit, il met sur son côté, là, il avait un genre de petit tuyau, et il lui braque dessus, et à ce moment-là, Maurice est complètement paralysé. Il ne peut plus faire un mouvement. Il est bien, il est très bien, il n'est pas... mais il ne peut plus bouger. Alors il voit ces deux petits êtres qui, d'après la description qu'il en a faite, sont pas plus grands que des gamins de 9-10 ans, oui, avec de grosses têtes. Alors déjà, la légende ici veut que on soit le pays des grosses têtes. Alors c'est pour ça que de temps en temps, il y a des gens qui disaient, mais c'est pas possible. Dans de très grosses têtes, pas de cou, très petit, une bouche ronde, de très grosses oreilles, des yeux comme des humains. Et même il a dit, quand ils parlaient entre eux, j'entendais un genre de gargouillis, mais je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Donc, il est paralysé. Donc à ce moment-là, quand ils l'ont vu, ils sont remontés dans leur habitacle. C'est comme, voilà, vous avez le dessin derrière, là, ouais, comme un genre de classeur. Donc, oui, ils ont remonté, ils ont regardé à travers le hublot, la soucoupe volante ou l'objet volant non identifié s'est soulevé et est parti à une vitesse, il a dit la vitesse de l'éclair sur Manosque. D'accord, vers l'est donc. Voilà, donc voilà pour l'instant le tableau, ce qui s'est passé avant qu'il revienne à lui. Et ça a duré combien de temps à peu près? Et même lui, il ne le sait pas.
ça a duré peut-être demi-heure, trois quarts d'heure, il ne sait pas trop. Hein. Bon, au bout d'un moment, il a commencé à bouger, à reprendre ses mouvements. Puis il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai eu une hallucination? Oui. Je n'ai pas bu à 6 heures du matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, il a vu que la terre était striée, là, comme s'il y avait eu une poussée exceptionnelle. La terre qui était meuble à ce moment-là, pratiquement humide, est devenue dure en l'espace d'une heure ou deux, comme du béton armé. D'ailleurs, un journaliste a voulu faire l'expérience, il a cassé la lame de couteau sur ça. Donc vous voyez déjà, comment se fait-il qu'au bout d'une heure ou deux, la terre soit devenue aussi dure? Au milieu, il y avait un trou central de 40 ou 50 cm de profondeur et la place de 3-4 pieds. Voilà, donc, une fois qu'il est revenu à lui, il s'est dit, mais j'ai pas rêvé, enfin voilà. Donc, il vient au bar des sports, voir son ami Dédé Moisson, que vous voyez derrière aussi en photo, là. Et il lui dit, je viens de voir quelque chose, je suis complètement déboussolé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il dit, voilà, il lui raconte. Mais il lui dit surtout, ne dis rien, hein, ne dis rien. Parce qu'on va me prendre pour... Et il retourne chez lui, et il en parle à sa fille. Et pendant ce temps, des Moissons du bistrot en parlent aux gendarmes. Donc les gendarmes, ils ont pris ça au sérieux, et ils sont allés le chercher le soir. Le soir, à 8h ou 9h du soir, ils sont allés le chercher en lui disant « Menez-nous sur ce que vous avez vu ». Alors, même dans la nuit, les gendarmes ont vu les traces. Bon, le lendemain, il a été reconvoqué encore. Il a été convoqué d'abord par la gendarmerie de Valençol, puis après c'est la gendarmerie de Digne. Puis voilà, chaque fois, jusqu'à 3h du matin, allez, dites-nous, vous avez fait ça pour vous faire de l'argent. Ah, vous avez fait ça pour qu'on parle de vous. Vous avez fait ça, vous avez bu un coup. Alors à la fin, il a même dit, moi si ça continue, ils vont me faire enfermer. Hein. Et, donc il ne voulait plus parler à personne. Alors bien sûr au début, il recevait tous les journalistes, il en a reçu des dizaines, parce qu'après une fois que cette histoire s'était bruitée d'abord avec les journaux du département, puis ensuite ça a été les journaux nationaux, puis les journaux internationaux, et puis les journalistes ont commencé à arriver par dizaines, et allez, racontez-nous l'histoire une fois, deux fois, trois fois, 100 fois. Un jour, il en a tellement eu marre qu'il a dit à sa femme et sa fille, on part sur la côte, il avait un ami à Gien, et on va à Gien. Mais ils l'ont poursuivi jusqu'à Gien. Alors, il en avait assez. Bon, c'est pour ça qu'après, pas tout de suite, longtemps après, il m'a dit, Maurice, moi, si tu veux, tu peux parler à ma place, je te donne l'autorisation de parler, d'écrire, de faire tout ce que tu veux, tu as l'autorisation. Et donc, c'est ce que je fais depuis, mais toujours en accord avec la famille. C'est-à-dire, lorsque les gens venaient me voir, racontez-nous l'histoire. Est-ce qu'on peut voir, monsieur Mars? Je lui dis, moi, allez-y, mais si vous ne reçoivez pas, ne soyez pas étonnés. Peut-être qu'il va nous faire une confidence qu'il ne nous a pas faite à vous. Eh bien, allez voir Jeannette, allez voir sa femme. Enfin, voilà, ça a duré. Et moi, sans arrêt, les gens venaient me voir. Et c'est pour ça que 50 ans après, vous voyez que c'était pas 15 jours après, 50 ans après, j'ai proposé à la famille, avec l'association Mémoire Vivante, de faire, de fêter le cinquantenaire de cette histoire. Alors on pensait que ça allait attirer du monde, mais à ce point-là, jamais. Ça a attiré des milliers encore de personnes, des journalistes de partout, qui sont revenus, puisqu'on a refait la maquette qu'on a remis dans le champ, une exposition, là un peu plus haut, là, où on a eu en 2 mois 8000 personnes. 8000 personnes sont rentrées à l'expo, ça c'était en 2015. Ouais. Et sur le lieu même où on a remis la soucoupe, où l'objet volant non identifié, c'était 2-3 000 par jour et par nuit, parce que là on photographiait aussi bien le jour que la nuit. Donc voilà, je peux vous dire l'engouement que ça a fait. Et depuis on continue, parce que les gens nous ont dit, mais est-ce que ça va s'arrêter là ou bien vous continuerez après? Alors on a dit, maintenant pourquoi pas de continuer, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, avec Camille, avec des ufologues, avec des conférences, avec encore des expositions. Là on vient d'en faire une cette année encore qui a duré 1 mois, et d'ailleurs elle est encore ouverte jusqu'à dimanche.
Voilà, voilà un peu l'histoire de Maurice Mas qui a fait le tour du monde et qui, à ce jour, même les détracteurs ne peuvent pas dire, ben voilà, maintenant, voilà ce qui s'est passé. Même ceux qui sont sceptiques, même ceux qui n'y croient pas, en vous disant c'est pas vrai, c'est une histoire de pendant la guerre froide entre les Américains et les Russes. Il y a eu des expériences, peut-être c'est un objet expérimental qui s'est posé de l'armée, enfin tout ça n'a pas été prouvé. Et donc à ce jour, le mystère reste entier. D'accord. Et oui, puis il y a les traces au sol qui prouvent la réalité. Les traces au sol, il y a eu des analyses, bien sûr. Il est venu Cadarache, il est venu Saclay. Mais ils sont venus. Les analyses, tout a été analysé, mesuré. Mais non, il y a à peine d'après, il n'y avait pas de radioactivité. D'accord. Mais ça intrigue toujours et ça attire toujours énormément de monde. Ça c'est bien pour Valensole. Mais est-ce que M. Mas a eu des séquelles après cette observation ou est-ce que sa vie a continué normalement? Vivre normalement, peut-être pas tout de suite, parce que d'abord il y a une chose qui lui est arrivée, que si ça vous arrive à vous, tant vous ne dormez plus. Hein, et bien lui c'est le contraire, il ne pouvait plus se réveiller. Donc il a eu, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà. Donc il fallait que sa femme le réveille. Maurice, réveille-toi. Il aurait dormi 12, 15, 16 heures par jour, alors qu'avant il dormait 5, 6 heures par nuit. Il ne pouvait plus garder une montre. Voilà, donc ça ne l'a pas quand même perturbé au point de seulement, la seule chose qu'elle a fait, il a dit j'en ai assez parce que j'ai peur qu'on me fasse enfermer. Oui. Alors donc, il s'est dit, mais je ne vais plus rien dire, parce que à force de me questionner, mais il ne s'est jamais contredit. Il n'y a qu'une chose qui s'est passée en 2 temps. C'est que la première fois qu'il a été interviewé par les gendarmes, il n'a pas parlé de la paralysie. Il a simplement dit qu'il avait vu 2 petits êtres, et que ces 2 petits êtres s'étaient envolés, enfin, étaient repartis dans leur habitacle. Un mois après, c'est lui qui a demandé aux gendarmes d'être encore entendu. Et il a dit, je n'ai pas tout dit. Donc je vous dis exactement ce qui s'est passé, j'ai été paralysé. Alors on lui a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit la première fois? Mais il a dit, si je vous avais dit ça la première fois, vous me meniez directement à la tour. Si je vous avais dit que j'avais vu 2 petits êtres qui m'ont paralysé, il a dit, ben puis voilà. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que on lui avait dit, est-ce que vous avez fait ça pour vous faire de l'argent? Et Jeannette, son épouse, un jour m'a dit, Maurice, parce que je m'appelle Maurice aussi, hein, s'il avait accepté l'argent que le monde entier lui offrait, pour en parler en Chine, pour en parler en Russie, pour en parler en Amérique, eh bien mes petits-enfants n'auraient pas besoin de travailler. Et il n'a jamais voulu un centime. Alors quand on lui disait, vous avez fait ça pour vous faire de l'argent, voilà une belle preuve que c'est faux. Un an après cette histoire, il rentre à 6 heures du matin chez lui, il venait d'arroser dans la vallée des Prés ses boutures. Il rentre, il était pâle. Alors Jeannette lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fatigué? Non, je n'ai rien. Ah, si, il dit, je vois que tu as quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien il dit, écoute, je viens de les revoir. Mais en l'air. Et il a dit, c'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois à mes côtés. Mais surtout, ne recommençons pas l'histoire de l'année dernière, tu n'en parles pas. Et moi, elle m'en a parlé longtemps après, même lui, il m'en avait jamais parlé. Et je lui ai demandé si j'avais l'autorisation de le dire, elle m'a dit, tu peux, puisque c'est la vérité. Voilà. Donc, vous voyez un peu tout ce qui s'est passé. Alors un jour, au début, où il recevait les journalistes, il y a un journaliste qui va le voir, et il lui dit, ben, asseyez-vous, vous venez d'où? De Moscou. De Moscou? Vous venez de Moscou pour ça? Ben oui, je viens de Moscou. Ah ben ça, alors, voilà, pour dire à quel point même lui était étonné que cette histoire fasse le tour du monde. Et oui, c'est vrai que c'était un cas très célèbre, mais comment les habitants de Valensole ont réagi et comment vivent-ils encore maintenant Aujourd'hui, plus personne est traumatisé ni pour ça. Bon, l'histoire, je perpétue l'histoire dont on en parle. Oui. Hein, si on n'avait jamais pu parler de rien, alors les gens de Valensole, comme c'était comme moi un galégeur, il y en a quelques-uns qui étaient sceptiques en disant est-ce qu'il n'a pas inventé tout ça? C'était pas possible d'abord. Voilà. Certains y ont cru, certains n'y ont pas cru, certains vous diront bon mais c'est pas vrai, même du gens du village.
Par contre, beaucoup de vous disent, c'est vrai, effectivement, on ne sait pas si c'est un ovni, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose, puisque tout le monde le lendemain est allé voir l'emplacement. Ça a fait une traînée de poudre. Dès que ça s'est su, tout le monde qui est en vélo, qui est à pied, parce que c'est pas loin, c'est juste à la sortie du village. Donc tout le monde a piétiné, tout le monde a marché, tout le monde a touché. Mais aujourd'hui, on en parle, puisque vous voyez l'expo, il y a les mannequins, on en parle toujours. Mais les gens de Valençol, ceux qui ont une opinion bien faite, ceux qui qui pensent c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai que c'est pas un ovni, continuent. Mais sinon, la moitié des gens sont d'accord avec lui, et c'est effectivement, le mystère demeure. Bon, mais très bien. Et sinon, en conclusion, est-ce que vous avez un avis personnel sur ce cas-là ou encore une J'ai un avis personnel, c'est que j'y crois, sinon je ne serais pas là en train de vous en parler. Moi, on m'a déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que je crois ce que Maurice a dit. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je ne suis pas devenu un ufologue, je suis la mémoire de Maurice. Ce qu'il a dit, c'est vrai, ce qu'il a dit, je le crois, c'est pour ça que je perpétue cette histoire, j'y crois fermement, effectivement. Et alors, maintenant, il y a 4 jours, sur la Provence, il y avait un article disant que je peux...